Bonsoir plutôt. Merci d'être là, si nombreux dans ce magnifique foyer pour la dernière rencontre qui clôt les cérémonies du 150e anniversaire. 150e anniversaire parce que c'est en effet le 5 janvier 1875 que le président McMahon a inauguré l'opéra. Donc cet opéra qui est devenu l'objet de tous les fantasmes, nous allons en discuter. Alors, un opéra qui est vu par le poète Théophile Gautier comme la cathédrale mondaine de la civilisation, par Claude Debussy, le temple des plaisirs bourgeois. Le compositeur Claude Debussy préférait sans doute les rigueurs de Bayreuth, mais le Palais Garnier a quand même gagné peu à peu, au fil du temps, sa légitimité artistique et esthétique. Il a inspiré les écrivains. Alors on va parler de Gaston Leroux et du Fantôme de l'Opéra, écrit en 1910. Camille Laurence a écrit aussi en 2014 ce magnifique roman autour de la petite danseuse de 14 ans. Et il y a eu aussi évidemment Proust qui a évoqué l'opéra Le Palais Garnier dans La recherche du temps perdu. Il a inspiré les cinéastes. Stanley Donen, vous vous souvenez de la scène où Audrey Hepburn descend les escaliers dans une somptueuse tenue, La Grande Vadrouille. Bien entendu aussi avec Bourvil et De Funès, et une multitude d'adaptations du Fantôme de l'Opéra, cette comédie musicale créée en 1986 d'Andrew Lloyd Webber et qui a quand même rencontré 100 millions de spectateurs, 100 millions, depuis sa création de par le monde. Et évidemment, l'opéra, il a inspiré aussi les plus grands plasticiens, le plafond de Chagall en 1964, des installations de Claude Lévesque. Olivier Debré, le peintre, est venu y faire des décors. Bref, le Palais Garnier, il est important dans les arts et la culture française. C'est ce que nous allons voir. Et autour de nous, pour l'évoquer, 3 prestigieux invités. Jeanne Visserial, au milieu de 2 autres artistes, chacun dans leur genre. Jeanne Visserial, alors, vous êtes artisane, designer, chercheuse, sculptrice, plasticienne. Après des débuts de costumière, une formation initiale de costumière, puis de designeuse du vêtement aux arts décoratifs, pour lesquels vous ferez une thèse où vous cherchez l'alternative entre le sur-mesure et le prêt-à-porter, ce que vous appellerez le prêt-à-mesure, allant jusqu'à inventer une technique, le tricotissage, et à inventer une machine pour la rendre possible. Après une année à la Villa Médicis en 2019-2020, où vous habillez les sculptures du jardin, vous devenez vraiment plasticienne, même si vous dites aussi chirurgienne du vêtement, puisqu'en 2014, vous avez créé la Clinique vestimentaire, qui est un lieu de création et de recherche, et vous êtes exposé à la Galerie Templon, vous avez exposé partout, à Nîmes, à la Basilique Saint-Denis, avec de remarquables gisantes, et puis aussi à Nantes. Donc, à côté de vous, Juliane Klausner, qu'on est ravis d'avoir avec nous ce soir. Juliane, vous êtes belge. Vous êtes depuis 2024 le directeur de la création de la maison de couture Dries Van Noten, où vous travaillez depuis 2018. C'est donc quelqu'un de la maison qui est devenu à la tête de la maison. C'était Dries Van Noten lui-même qui vous avait embauché pour travailler avec lui aux collections féminines. Vous êtes belge et diplômé de la célèbre école Lacambre depuis 2016. Entre-temps, vous êtes allé chez Kenzo, à la maison Margiela, où vous avez travaillé auprès de John Galliano. Et on
on est ravis de vous avoir. Je dirais pourquoi, parce qu'il y a un point commun qui vous relie tous les trois. Alexandre, vous êtes plein de choses. Vous êtes né dans le sérail un peu, puisque votre père était un chanteur d'opéra, donc vous avez eu le virus de la musique très jeune, même si vous avez fait des études d'ingénieur, et puis vous êtes devenu cinéaste. Vous avez réalisé quantité de films, L'Incruste, Amour et Turbulence, Tamara, L'école est à nous, et surtout, vous avez fondé quantité de groupes musicaux, vous avez travaillé pour la télévision, pour Arte, vous avez fait des séries. Vous êtes un peu plus âgé que vos camarades, alors c'est pour ça que vous avez fait tellement de choses. Voilà, donc surtout, vous êtes donc un créateur orchestre, et là, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est que vous avez réalisé le premier film, Le Fantôme de l'Opéra. Il y en a eu beaucoup de films sur le sujet, mais vous, c'est le premier qui est sur les lieux. Vous avez complètement tourné à l'Opéra Garnier, et parce que vous avez tous, évidemment, c'est pour ça qu'on vous a choisi, vous avez tous des liens avec l'Opéra Garnier. Juliane, vous avez fait votre premier défilé à l'Opéra Garnier. Jeanne, vous avez été résidente en septembre par l'association de l'AROP pour faire une œuvre. Il y a eu l'AROP, c'était cette association de 4000 fanas de l'Opéra Garnier, un peu mécènes, et qui soutiennent l'Opéra de Paris, et ils ont choisi un artiste chaque mois pendant toute l'année. Et vous avez été, vous, choisi pour une résidence en septembre, à charge de faire une œuvre qui sera vendue par la suite. Donc tous, vous connaissez l'Opéra Garnier, vous l'aimez. Alors, ma première question, elle est toute simple. Pourquoi avoir choisi chacun, à un moment de votre carrière, ce lieu, l'Opéra Garnier, le Palais Garnier? Vous, Jeanne, pourquoi en septembre? Alors, je voulais vous dire que vous pourrez poser des questions après à nos invités, donc vous pouvez déjà réfléchir aux questions que vous avez envie de leur poser. Bonsoir. Tout d'abord, je suis très honorée d'être ici pour parler de l'opéra et de ma sensibilité et de nos points communs par rapport à l'opéra. Et pourquoi l'opéra? Moi, je suis arrivée à Paris à 18 ans, et il y a parfois, comme ça, dans des villes qu'on ne connaît pas, des lieux un peu mythologiques. Et je me souviens qu'en études de costume, on pouvait venir, on finissait nos exercices de couture en attendant en fait des places pour les plus jeunes. Et c'est comme ça que j'ai découvert cet endroit que je connaissais de mes études, etc. Et quand j'ai reçu cette proposition par ma galerie et l'AROP, en fait, c'était en quelque sorte un rêve de pouvoir venir ici en résidence pendant un mois et de découvrir en fait les coulisses et aussi, dans mon cas, principalement les ateliers de création qui permettent de créer ces personnages, cette mythologie. Et c'est vraiment ça qui m'a plu ici, puisque c'est aussi une maison, comme une maison de couture. Donc voilà. Juliane, vous, c'est encore plus fou, puisque vous travaillez en Belgique, vous êtes belge. Donc pourquoi avoir choisi pour un défilé? Pareillement, bonsoir à tous, et je suis aussi ravi d'être là avec mes voisins. Je devais choisir un endroit pour ce premier défilé. Je voulais que ce soit un moment spécial, marquant. C'est pas toujours possible de faire un événement ici. Il y a beaucoup de facteurs, les dates, le bon moment, différentes choses qui doivent se mettre en place. Et puis, assez vite, on a su qu'il y avait éventuellement la possibilité de faire le défilé ici. J'ai hésité un tout petit peu parce que c'était très impressionnant, et puis il fallait que du coup le travail soit à la hauteur de l'endroit. Et en même temps, pour un premier défilé que je voyais vraiment comme une introduction, comme une montée sur scène, je trouvais l'endroit finalement très inspirant. Et puis, comme on a su ça tôt dans le processus, donc c'est plus ou moins 6 mois pour faire une collection, la collection a vraiment été pensée, imaginée
avec l'espace dans ce contexte-ci. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, du coup, plus une collection Oui, en fait, d'être ici, c'était comme... plus spectaculaire, plus flamboyante, plus exubérante? Oui, je pense d'une certaine façon. Et puis quand on est venu la première fois visiter les lieux, on a pu voir des endroits un peu cachés. Enfin, même si je pense que l'Opéra Garnier, on a toujours un peu le sentiment qu'on le connaîtra jamais pleinement. J'ai comme ces murs chargés d'histoire, j'avais comme imaginé comme des souvenirs de quelque chose que je n'avais pas moi vécu. J'ai laissé mon imagination s'emporter par ce qui aurait pu s'arriver ici. Et ça a été vraiment très, très inspirant, oui. Et vous, Alexandre, alors? Ah ben moi, l'opéra, Ce fantasme de film, le fantôme de l'opéra. Bah moi, c'est mon enfance. Mon père était... Moi aussi, évidemment, je suis très honoré d'être ici. Et puis c'est assez bizarre. D'ailleurs, j'ai jamais fait ce genre d'exercice, mais je suis ravi de pouvoir témoigner de mon expérience. Et oui, donc je suis né là-dedans. Effectivement, mon père était chanteur. Je suis né en Italie. Et je l'ai accompagné sur des scènes, voilà, un peu, voilà, en Italie, un peu, dans les arènes de Vérone, puisqu'il est de Vérone. Et puis ensuite, on a déménagé, donc je suis un immigré, voilà. Je suis immigré à cause de l'opéra ou grâce à l'opéra, je sais pas. Naturalisé français. Il y a un peu des deux. Oui, je suis français. Et donc voilà, je l'ai vu sur plusieurs scènes. Je l'ai jamais vu à l'Opéra Garnier parce que c'était plutôt les ballets. Donc lui, il a passé à Bastille, à Châtelet, voilà. Et en fait, en lisant ce roman de Gaston Leroux, au collège, je crois, eh bien, je retrouvais les mystères de ce que je vivais moi enfant, c'est-à-dire des personnages extravagants de l'opéra, des gens qui sont de la grande bourgeoisie, des tenues incroyables, et puis en même temps la musique. Voilà. Et c'est vrai que le choc que j'ai eu sur certains films, je me suis aperçu un peu plus tard qu'il était très lié à la musique. Par exemple, les films de Sergio Leone avec la musique d'Ennio Morricone, ou les films de Fellini avec la musique de Nino Rota. Ouais, c'est des films que j'ai adorés. Je me suis rendu compte que je les adorais aussi parce qu'il y avait de la grande musique et que finalement, c'était des opéras. Voilà, des nouvelles formes d'opéra. Donc, j'avais ce fantasme depuis petit de faire une sorte d'opéra au cinéma. Mais bon, c'est un parcours très, très long hein, d'en arriver là. Et voilà, donc j'ai fait effectivement d'autres études, je suis passé par plein de choses, et puis il y avait beaucoup les comédies qui se produisaient en France, donc j'ai fait des comédies. Et je suis arrivé dans un moment à la fois de ma vie et en même temps de l'industrie du cinéma où les grands classiques sont à nouveau adaptés. Donc depuis quelques années, on revoit des grands classiques avec des grosses productions, donc le rêve est revenu au cinéma. Et puis je voyais bien que c'était le moment parce que mon père, il était un peu sur la fin de sa vie et je voulais faire ça avant qu'il parte. Il est parti pendant le tournage d'ailleurs, donc c'était assez invraisemblable que tout ça se passe en même temps. Mais voilà pourquoi je voulais essayer de faire ce film maintenant en fait. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il y a d'unique dans ce lieu pour vous électriser tous les trois? Je sais pas, je vais me lancer. Il y a tellement de choses dans ce lieu. C'est déjà un symbole de l'art mondial. Enfin, ne serait-ce que physiquement, dans Paris, c'est un paquebot, quoi. Enfin, on le voit au loin. Quand on est à Montmartre, on voit la Tour Eiffel et l'Opéra. Donc, il y a quelque chose d'une présence quand même qui est un symbole énorme. Après, on sait qu'il y a dedans, voilà, tout un tas d'histoires, de fantasmes artistiques. Alors, d'ailleurs, c'est chouette de vous entendre parler parce que moi, je travaille précisément avec des départements qui sont les costumes, les décors, la musique. Et donc, on sait aussi, dans chaque domaine pour le film, concentrer sur comment s'inspirer du lieu, comment le revitaliser dans le visuel, etc. Donc, en fait, c'est le mélange des arts. C'est ça qui est très excitant à l'opéra. Et Garnier, évidemment, c'est le symbole français de ce rayonnement, quoi. Voilà. Du mélange des arts, alors à la fois le spectacle vivant et puis les arts visuels. Il y a la danse, il y a la musique, il y a les décors, les costumes, voilà. L'architecture qui est là, tout ce qui entoure l'opéra. C'est vrai que Garnier, il est spécial parce que en fait, il est un peu fabriqué pour qu'on puisse circuler beaucoup, se rencontrer, discuter. Donc c'est un lieu aussi effectivement très bourgeois, comme disaient les auteurs que vous citiez tout à l'heure. Et précisément, il y a des intrigues
Donc moi j'adore les histoires, donc il y a plein d'intrigues dans l'opéra, d'endroits cachés, il y a des fantômes, il y a des histoires avec les danseuses, voilà, les courtisans, etc. Donc voilà, il y a tous ces mystères qui sont condensés avec l'aspect du rêve artistique, quoi. Voilà. Alors, on va y revenir au mystère, mais et vous, tous les deux, vous pensez que c'est quoi ce qu'il a d'unique qui excite tant l'imaginaire, Jeanne? Moi, je vais répondre par mon prisme un peu technique, Oui. mais pour moi, l'Opéra Garnier, et l'opéra aussi, plus généralement, mais c'est de la création unique. Donc simplement que ça parte de l'objet, par exemple, prenons le costume, qui est à chaque fois réadapté en sur-mesure, selon un interprète, qui va devenir un personnage, ou les danseurs, même s'il y a un répertoire, chaque représentation est unique, et c'est ça qui est fabuleux avec le spectacle vivant, et avec le vivant, en fait. Et malgré que ça soit patrimoine, on parle de patrimoine vivant, et pour moi, c'est ça qui est très précieux ici. C'est cette dimension de, à chaque fois, c'est un moment qui est unique, et en même temps qu'on préserve. Et ça, c'est quelque chose que je trouve incroyable, en fait, ici, et aussi pour la transmission. Mmh. Et vous, Juliane, qu'est-ce qui excite? Vous parliez de mystère qui régnait, qu'on n'avait jamais tout vu, qui reste des endroits secrets. Oui, absolument. Et je pense que l'opéra représente c'est un lieu iconique, un lieu de tradition, d'excellence, effectivement aussi un carrefour des disciplines artistiques. Ce que j'aime aussi, c'est que c'est à la fois un lieu historique, et il y a des visites tous les jours qu'on voit comme que les gens regardent comme un musée, et en même temps c'est un lieu très, très vivant, très dynamique. C'est aussi l'envers du décor qui m'attire beaucoup et que je trouve fascinant ici. Cette part de mystère, elle est aussi, je pense, derrière le rideau, où en fait on peut pas s'imaginer tout ce qui se passe. Même à l'heure actuelle, je suis sûr qu'il se passe des choses en salle, et des gens qui sont en train de faire plein de choses fascinantes. C'est vrai que c'est très chouette, pardon, mais c'est vrai que c'est très chouette de voir les ateliers, parce on s'en doute pas forcément quand on visite la partie publique. Mais quand on rentre derrière dans les ateliers, comme tu as pu... Des ateliers d'excellence aussi. Ouais, on voit vraiment des gens qui sont vraiment à la pointe de tout ce qui se fait dans ces disciplines artisanales, en fait, mais qui deviennent artistiques, parce que voilà, il y a de la recherche sans arrêt, de l'exigence poussée à l'extrême, et puis d'essayer de renouveler à chaque fois des personnages. Voilà, donc c'est des choses, effectivement, qu'on ne voit pas, mais qui sont assez épatantes, quoi. Ouais, et puis c'est vrai que c'est aussi une maison. C'est-à-dire, pendant ma résidence, j'ai trouvé ça incroyable que ça soit vraiment. C'est quoi une résidence à l'Opéra Garnier? Racontez-nous. Une résidence à l'Opéra Garnier, c'est intéressant parce qu'on on a une carte pour aller par l'entrée des artistes. On peut aller à la cafétéria. On vit en fait dans la maison. Donc en fait, on se rend compte que, en plus, le mois de septembre était le moment idéal pour la résidence puisqu'il y a la préparation en fait du gala. Et donc on se rend compte que il y a aussi une école, que en fait c'est. Racontez le gala du ballet. De la rentrée, Oui, en fait, et c'est oui, vraiment un moment hyper émouvant parce qu'en fait il y a tous les élèves en fait des premières classes jusqu'aux étoiles qui vont venir en fait présenter ce lieu. Et en fait c'est unique aussi ça. De suivre en fait des talents en fait depuis l'enfance. J'ai jamais vu ça ailleurs en fait. Et c'est quelque chose de très très poignant. C'est vraiment comme il y a quelque chose de famille en fait. Et ça c'est. Oui. Et pour vous, Juliane? Oui, je pense aussi que c'est un endroit de passion, en fait. Je pense que autant les gens sur scène, les gens derrière, mais aussi le public, on n'arrive pas ici par hasard, ou on ne vient pas voir un spectacle par accident. Je pense que les gens qui viennent sont des gens passionnés et qui ont l'appréciation de tout le travail. Déjà, il faut les moyens de venir un peu. Oui. Mais est-ce que la mode n'a pas un lien, peut-être moins maintenant où on s'habille moins pour aller à l'opéra, mais n'a pas eu un lien privilégié, parce que c'est quand même un lieu pour se voir, où il y a beaucoup de miroirs, où il y a des lumières. Est-ce qu'il y a pas une connivence spécifique? Les femmes se montrent. Si, bien sûr, bien sûr. Je pense que peut-être on s'habille moins aujourd'hui, mais quand même, je pense qu'on vient pas voir un spectacle en tenue de sport non plus. Et puis même l'architecture de l'endroit est aussi fait. L'escalier qui monte, c'est un endroit où on est vu, on regarde. Enfin, tout le hall est aussi fait de manière
oui, à être vu ou à pouvoir voir. Donc je pense certainement c'est un public commun aussi avec la mode. Je pense que il y a un parallèle entre les gens qui viennent voir des spectacles et puis des gens qui apprécient la mode et puis le costume surtout. Je pense que quand on pense ici à l'opéra ou à la danse, on pense aussi au costume, au pouvoir transformatif que peuvent avoir les vêtements. Et ça, certainement, est un dialogue avec la mode. C'est vrai que l'espace, on dirait vraiment, c'est un peu fait pour un défilé en fait. Il y a ce grand escalier. D'ailleurs, le fameux bal masqué dans le Fantôme de l'Opéra, c'est dans l'escalier. On a vraiment l'impression que c'est un défilé de costumes, etc. Même ici, voilà, on pourrait faire un catwalk. Et d'ailleurs, c'est ce que je voulais faire dans mon film. Et donc, oui, c'est vrai que ça se prête beaucoup à l'espace, se prête beaucoup en dehors de la scène. Hein, à voilà, se montrer et à se transformer, voilà, mettre des masques. Voilà. Donc tout l'espace est fabuleux en fait. Hélas, il y a moins de balles masquées maintenant. Oui, il n'y en a plus, moi j'adore les balles masquées. Jeanne, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, alors je ne sais pas si c'est vrai, mais la relation avec mode et architecture, paraît-il quand même que dans le grand escalier, les marches auraient peut-être été pensées à un moment donné pour que les traînes en fait, des dames en fait, tombe parfaitement bien dans l'architecture. Donc en fait, Garnier n'a rien laissé au hasard. Et la traîne, racontez-nous ça, c'est magnifique. D'ailleurs, c'est super, parce que je pense que cette image, on voit, les marches ont un espace assez particulier pour que les traînes des robes puissent se présenter de la meilleure façon. Et puis, il y a quand même ce moment aussi à l'opéra, à des époques où c'était un peu les ancêtres des défilés. On pouvait aussi, en tant que costumier ou créateur, présenter beaucoup d'espaces scéniques, le théâtre, etc., ont été des lieux très très importants pour les créateurs, avant l'invention du défilé, pour présenter des modèles en fait. Donc, Mais alors, vous, Alexandre, qui avez quand même pas mal travaillé sur le sujet, à votre avis, pourquoi, qu'est-ce que le Palais Garnier, je ne sais jamais s'il faut dire palais ou opéra, le palais, on peut dire les deux, qu'est-ce que le Palais Garnier a apporté pour vous à la culture française et au rayonnement de la culture française? Mais ne vous inquiétez pas, une question d'expert. Alors là... Ben oui, mais vous avez travaillé sur le sujet quand même. Là, on voit maintenant, quand on peut visiter le Palais Garnier, on voit le nombre ascendant de touristes qui viennent. Oui, c'est fabuleux. Il y a tous les jours. Qu'est-ce que ça... Mais moi, je pense que déjà... Des artistes en fait, je pense que déjà, le lieu est, comme je disais tout à l'heure, est en fait un monument parisien exceptionnel. Enfin, voilà. En fait, si on regarde... moi, à un moment, je regardais si on pouvait avoir des scènes équivalentes pour le tournage. Voilà, parce qu'il y avait des histoires, c'était assez compliqué de tourner sur la scène, etc. J'ai regardé un peu sur les théâtres en Europe. En fait, la taille de la scène n'existe nulle part ailleurs en Europe. C'est une cage de scène extraordinairement grande. En fait, ça fait, je crois, 30 mètres de long, 60 mètres de haut. Enfin, c'est des dimensions pharaoniques, en fait, le Palais Garnier. Donc déjà, je pense que cet événement, je crois que c'était voulu d'ailleurs, en fait, architecturalement, ça fait l'événement en Europe. Donc c'est un endroit où les gens se pressent pour voir ce monument fabuleux. Puis après, on peut le voir, il y a... en fait, il y a des œuvres d'art partout. Enfin, c'est un foisonnement assez incroyable. Et quand on regarde l'histoire de la construction, tous les on va dire les chefs de métier qui travaillaient avec Garnier, mais c'était on va dire un concours de qui serait le plus audacieux, le plus créatif. Enfin, donc, il y a eu vraiment une espèce de concentration comme ça des artistes, architectes, artisans, artistes, peintres, sculpteurs. Voilà, qui s'est surexcité à l'idée de faire le plus bel opéra du monde. Et je pense que c'est ça qui a créé cette attirance jusqu'à aujourd'hui. Et c'est vrai que même aujourd'hui, en fait, il n'y a pas d'équivalent de ce genre de théâtre. Aussi. Il y a de la joie, il y a du plaisir, il y a du... Non ? Ah bien sûr, oui, c'est l'endroit de fête. Oui. Et en fait, il est vraiment fait pour ça. C'est-à-dire ce grand foyer, là, il est... Enfin, c'était la fête continuelle. Il y avait un concert à côté ou un ballet, mais enfin, ici, c'était la fête pendant ce temps-là. Donc, c'est un palais. Effectivement, ce n'est pas qu'un opéra. Donc, c'est vraiment un endroit où il se passe presque plus de choses en dehors de la scène que sur scène, quoi. Pour vous, Jeanne ? Moi, je dirais le répertoire, évidemment. Enfin,
quelque chose de... Aussi bien danse que Oui, opéra. complètement. Et puis pour Garnier, effectivement aussi, la formation qui est quand même exceptionnelle. Et puis, oui, je pense que pour moi, c'est... C'est les œuvres. C'est cette question aussi du patrimoine vivant. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir visiter les réserves de Berthier, là où, par exemple, on conserve Oui. toute l'histoire de la danse et des œuvres par le costume. Et il y a plus de... Enfin, je sais même plus, 5000 ouvrages. Et donc, c'est aussi un... Enfin, ouais, je dirais que c'est ça. Et effectivement, ce répertoire qui, quand même, quand on va voir, par exemple, Gisèle, même si c'est unique à chaque fois, on assiste à quelque chose qui est... Voilà, pour moi, c'est ça. Et pour vous, Juliane, Euh, en quoi il représente, qu'est-ce qu'il a pu apporter à la culture française, vue de Belgique, par exemple? Oui, c'est de très bonnes réponses. Je pense qu'il suffit de regarder aussi autour de nous et dans la salle. C'est quand même un niveau d'excellence, d'artisanat exceptionnel. Je pense que c'est un projet tellement ambitieux. L'architecture de l'opéra, c'est d'une opulence presque décadent, comme c'est riche. Et simplement, aujourd'hui, on a rarement la possibilité de voir des projets d'une telle ampleur. On peut même pas commencer à s'imaginer la main-d'œuvre, le temps, l'attention que ça a dû demander pour créer un espace pareil. Et je pense que pour les personnes créatives, c'est un rappel aussi d'être ambitieux à cette échelle ou d'oser imaginer quelque chose de si extravagant. Oui, mais vous alors, dans vos... Non, j'allais dire qu'en plus, ce qui est intéressant quand on regarde l'histoire de la construction, c'est qu'ils font face évidemment à des problèmes d'argent et des problèmes physiques pour la structure, etc. Et ça s'arrête et il faut trouver des astuces. Donc moi, je connais bien ça en tant que réalisateur. Il n'y a jamais assez d'argent. Et en fait, il y a plein d'astuces. Garnier, enfin voilà, il a trouvé. En fait, voilà, le fait que ça, en fait, c'est creux. Voilà, en fait, tout est en structure Eiffel. Donc il y a du plaquage de pierre. Le pour éviter lac les souterrain n'est pas incendies, un lac. En fait, c'est un réservoir qui permet de stabiliser le bâtiment. Il y a des tas de trouvailles comme ça qui sont assez passionnantes à découvrir. Donc c'est en même temps l'espèce de foisonnement incroyable des arts et en même temps aussi un défi finalement d'ingéniosité, quoi. Voilà. Mais vous, Juliane, la maison que vous dirigez maintenant, et même vous, votre art, c'est quand même moins dans l'exubérance, dans ce flamboiement un peu baroque et kitsch, puisqu'on parlait de confiserie à la création. Il y avait les détracteurs de Garnier trouvaient que c'était une confiserie. Comment vous trouvez eh ben voilà. Oui, au bout du couloir, il y a la rotonde du glacier. Dans cette extravagance décorative. Bon, en l'occurrence, chez Dries Van Noten, on est quand même une maison qui aime l'ennoblissement, une certaine opulence aussi esthétique. Donc il y a quand même un parallèle qui se fait. C'est vrai que quand j'ai dû choisir le lieu pour ce premier défilé, il y avait deux options d'espace. Cette hall-ci, ou alors le couloir qui se trouve juste derrière avec la rotonde du glacier. Qui est beaucoup plus humble comme couloir. C'est un couloir assez foncé avec des très belles peintures et des miroirs d'un côté. Et soit le défilé se passait ici, avec le backstage là-bas, ou alors l'inverse. Alors c'était assez particulier de devoir choisir, parce qu'en même temps, c'est splendide de faire un défilé dans cette salle-ci, et ça paraissait un peu absurde d'utiliser cette salle pour faire un backstage. Mais en même temps, j'étais très conscient que c'était mon introduction au public. Et pour ce premier pas, disons, je trouvais ceci un peu trop riche, justement, un peu trop opulent. Donc j'ai fait le choix plutôt d'emmener le public ici à l'arrière, qui était peut-être un petit peu plus surprenant. Mais pour le coup, on a eu le plus beau backstage, je pense qu'on n'aura jamais. Et c'était assez magique d'être ici, dans cette salle-ci, pour habiller, et puis ensuite pour recevoir aussi les équipes et fêter ce moment qui était un moment spécial pour nous, pour l'entreprise.
Mais alors Alexandre, dans le retentissement qu'a l'opéra Garnier dans la culture française, il y a peut-être aussi toutes les légendes qu'il y a autour. Alors vous, laquelle, laquelle, c'est le fantôme de l'opéra, quelle légende vous porte le plus? Mais même... Oui, bien sûr, c'est le fantôme, ça m'a depuis tout petit, ouais, le fantôme, et puis tous les faits Oui, mais divers. dans le fantôme, il y a encore il y a le lac, il y a le lustre, il y a... Le Alors, fantôme qu'est-ce qui vous a le plus porté? Le fantôme, il y a le fantôme qui était la légende dont s'est inspiré Gaston Leroux. Donc Qui est un peu vrai, il est toujours là, en fait, même on tournait de nuit, souvent ici, pendant le film, et même les gens qui étaient de la sécurité de l'opéra avaient un peu peur de descendre, parce que bon... Ah oui. En fait, il est toujours là, le fantôme. Hein. Il flotte un peu quelque part, Et souvent dans les Martine sous-sols. Kahn raconte dans un livre qu'elle a fait qu'il devait y avoir un fantôme de l'opéra à Mogador et qu'au dernier moment, les décors ont brûlé. Ah oui? Oui, D'accord. donc il n'y a pas eu de fantôme de l'opéra au théâtre Mogador. Donc racontez-nous votre légende à vous. Non, ben moi la mienne, c'était d'abord celle de Gaston Leroux, puis après j'ai découvert que Gaston Leroux, qui était un peu journaliste, s'était inspiré effectivement d'une vraie légende, enfin d'une vraie crainte qu'il y ait un fantôme qui erre dans les sous-sols et qui provoque des accidents. Et donc il y a eu des accidents réels, notamment la chute du contrepoids du lustre de la salle principale qui a tué quelqu'un sur le fauteuil numéro 13. Une malheureuse spectatrice. Et puis, il y a eu aussi la mort d'une jeune danseuse sur la 13e marche du Grand Escalier. Et il y a eu comme ça pas mal de faits divers qui ont été attribués aux fantômes. Mais Gaston Leroux s'en est inspiré pour créer son histoire. Voilà. Pourquoi il aurait poussé la ballerine Alors, c'est un peu un mystère. C'est-à-dire qu'on dit que, si vous venez voir le film, j'ai une théorie que j'ai mise dans le scénario. Donc peut-être que vous découvrirez la véritable histoire du fantôme. Mais oui, on ne sait pas très bien. Il semblerait qu'il veuille empêcher une certaine œuvre de se jouer. Voilà. Mais bon, voilà, c'est une théorie. Il y a beaucoup de théories sur le fantôme de l'opéra. Après, alors, c'est vrai que... c'est quoi? Moi, je ne vais pas la raconter, je l'ai mise dans le film. Non, bah oui, mais le film, on ne le verra pas tout de suite. Non, c'est en septembre. Dites-nous-en un peu. Non, mais c'est vrai que c'est ce pianiste qui aurait eu le visage brûlé lors d'un incendie. Oui, c'est ça. En fait, il y a eu un incendie de l'Opéra Le Pelletier en 1873, donc 2 ans avant l'ouverture de Garnier, qui était un opéra d'ailleurs beaucoup moins fastueux. C'était un opéra un peu comme un théâtre. Voilà. C'était pas un palais. Et dans cet incendie, un pianiste et sa fiancée seraient morts, brûlés. Mais peut-être que ce pianiste ne serait pas totalement mort et qu'il serait venu se réfugier dans les fondations de Garnier et puis il serait resté là pour hanter l'opéra. Voilà, ça c'était l'histoire de base. Maintenant, je l'ai un peu développé. Et le lac, alors, parlez-nous du lac. Et le lac, je ne sais pas si vous l'avez visité, le lac. Il y en a qui sont allés voir le lac qui est en bas, là, sous l'opéra. Est-ce un vrai lac? Non. Alors, il y en a un, effectivement, mais ce n'est pas un vrai lac, on en parlait tout à l'heure, c'est plutôt un réservoir qui, au début, a permis à Garnier de stabiliser son bâtiment, puisqu'en fait, ils se sont rendus compte, pendant qu'ils construisaient les fondations, en fait, que la terre était marécageuse, qu'il y avait une nappe phréatique en dessous, que c'était un peu impossible de stabiliser un bâtiment pareil. Et donc, ils ont essayé de pomper, mais ça marchait jamais, quoi. C'est-à-dire que l'humidité revenait sans arrêt. Et là, l'idée de génie de Garnier, c'est de fabriquer une espèce d'immense réservoir, très très costaud d'eau, et qui stabiliserait donc la pierre qui serait mise sur ses flancs. Donc c'est plutôt un réservoir qu'un lac, mais qui fait une sacrée taille quand même, qui fait la taille de toute la salle principale. Et qui n'est pas très haut de plafond. Voilà, si vous allez voir, c'est plutôt comme une espèce d'immense cave, réservoir avec des piliers. Alors on peut pas vraiment y aller. Il n'y a que les pompiers qui y vont. On a de l'eau jusque-là. Voilà. Et voilà ce que c'est que le lac souterrain. Alors évidemment, moi je l'avais pas du tout avant de le voir. Pour moi, c'était la grande vadrouille. Oui. Donc c'est ça, on descend, puis il y a une espèce de souterrain très très haut de plafond avec des piliers. On peut voyager en barque dedans, comme dans les films du fantôme.
Et donc, du coup, en fait, j'étais un peu déçu. Mais comme le cinéma, c'est le fantasme, on a recréé un lac souterrain à l'image de ce qu'on pouvait rêver. Donc, avec des murs de 15 mètres de haut, des cellules pour les prisonniers de la commune, voilà, très mystérieux, dans lequel on peut voyager en bas. Et la demeure du fantôme. Et la demeure du fantôme, tout à fait. Mais alors, comment il a travaillé, Gaston Leroux? Parce que le livre n'a pas fait un tabac à la création. Non, ça a surtout, c'est devenu culte, en fait. Oui, après, oui. Et parce qu'en fait, c'était précisément cette histoire de. En fait, c'est parce qu'il l'a fait à l'Opéra Garnier. Si ça avait été le fantôme de je sais pas quel théâtre, ben voilà. Mais en fait, l'Opéra Garnier était tellement mythique dans le monde entier, Déjà. oui, et que ça a été presque un symbole de la culture française. Et en fait, il a travaillé un peu comme un journaliste. Je crois qu'il a voulu faire une enquête policière un peu mystérieuse, comme c'était la mode à l'époque. Et puis, il a eu cette inspiration assez géniale de le faire à l'opéra, quoi. Et donc, c'est devenu un symbole français. Et vous l'avez actualisé ou ça sera en costume d'époque Alors, il y aura un peu d'époque, mais ça se passe aujourd'hui. Donc, en fait, j'ai fait un film qui fait un peu le pont entre aujourd'hui et le 19e, enfin la fin du 19e, quand Garnier ouvre ses portes, avec une musique qui a été composée entièrement. Enfin voilà, on a 2 heures de musique qui sont totalement originales et qui sont censées provenir d'une partition maudite. On voit Romain Duris, là. C'est lui, le fantôme? Romain Duris, je ne veux pas tout révéler, mais Romain Duris est chorégraphe. Ah. C'est un chorégraphe un peu atypique qui veut donner un nouvel élan aux chorégraphies de Garnier et qui fait donc une chorégraphie moderne sur une partition du 19e. Voilà. Donc vous allez voir ça, il y a le spectacle est en partie filmé dans le film. Ça fait un morceau de bravoure extraordinaire parce qu'on a tourné ici, on a tourné dans le grand escalier, on a tourné sur les toits, on a tourné partout à Garnier, voilà, dans la salle des cabestans, dans les caves, dans les salles de répétition mythiques. Voilà, c'est la salle Petit Pas, la salle Nourayeff. Enfin, on a vraiment. C'est ma maison maintenant. On était lâchés là-dedans, c'était le rêve. Voilà, donc, Et vous, quelle est la légende de Garnier, du palais Garnier, d'après le fantôme de l'opéra, qui vous inspire le plus? Moi, je ne pense pas en particulier à une légende. Simplement, je pense que c'est un lieu très vivant. Et dans la vie, il y a les drames, la souffrance, les heureux moments. Et puis, je pense que, pour moi, en tout cas, c'était simplement d'être ici qui m'a éveillé tout plein de choses que j'ai imaginées. Je ne pourrais pas me rattacher à un exemple ou à une histoire particulière. Non. Et vous, Jeanne? Oui, je dirais un peu pareil, un peu l'histoire pendant cette résidence, de rencontrer en fait les habitants du lieu qui racontent en fait chacun a ses légendes. Bien sûr, il y a vraiment cette histoire avec le fantôme qui est très inspirante et qui moi m'intéresse, mais aussi la présence des gens qui ont aussi habité cet espace. Je pense au tableau des danseuses qu'on voit dans la salle de danse derrière la scène. Ça raconte aussi plein de choses, de ce que ça a été aussi à un moment l'opéra. Il y a plein d'histoires comme ça qui se chevauchent jusqu'à aujourd'hui. Et vraiment cette question de la mémoire des fantômes, de voir des costumes qui ont été portés par tel interprète. Donc ça crée forcément un mythe. La dernière représentation avant la retraite aussi d'un danseur ou d'une danseuse. Il y a tout ça en fait qui fait que moi, j'ai senti que c'était un lieu extrêmement habité, vivant et chargé, mais par la trace qui est là. Donc c'est vrai que ça fait quelque chose où on est très, très intimidé. Et ça se retrouve à plein de niveaux, je trouve. Donc ouais, peut-être cette question du fantôme et puis la question de l'incarnation de ce qui est animé et inanimé qui se passe au fait au moment de l'entrée en scène, et aussi cette légende du lac. Moi aussi j'ai été un peu surprise quand j'ai vu ce lac, et en même temps à la fois j'ai trouvé ça génial que effectivement c'est l'arrière-scène, donc en fait on est aussi dans cette idée de faire croire à une mythologie, et en même temps ces décors en fait ils sont forcément aussi hyper légers quand on doit les déplacer. Donc il y a aussi derrière en fait le faste du grand foyer, etc. Il y a aussi l'aspect de
partir de ces légendes pour les faire revivre avec des stratagèmes. Et en fait, le lac, quelque part, il est technique, il est un élément du palais pour faire vivre en fait toute cette mythologie. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Et puis en tant que féministe, il y a peut-être aussi l'histoire moins glorieuse des tableaux de Degas, où on voit un petit peu dans ce foyer derrière la scène ces messieurs qui lutinent quasiment de jeunes ballerines et ce trafic de gamines, quoi. Il y a ça aussi, c'est la face noire. Ça, c'est effectivement, c'est malheureusement une des périodes où effectivement la danse et la prostitution sont des choses Bien qui sont sûr. liées. Il y a effectivement, quand on voit en fait tous les tableaux, et on se pose ces questions aussi de la place du corps, de la place, enfin voilà, des questions qui nous concernent tous et toutes. Et cette question, effectivement, même des histoires qu'on raconte, c'est vrai que c'est aussi souvent des histoires qui peuvent être difficiles pour le corps féminin. Souvent, elles sont tuées. Mais en même temps, c'est quelque chose avec lequel on doit... Et ça, vous êtes sensible à ça, en tant que créatrice ? Oui, je pense comme beaucoup de créateurs. Et puis aujourd'hui, l'opéra s'empare complètement de ces questions. Je pense à des représentations en fait qui traitent de ces sujets et qui sont. Enfin, c'est ça qui est beau en fait, c'est que en fait ça reste patrimoine vivant. Donc en fait, on avance avec des questions de. Parce que la femme est sanctifiée et à la fois sacrifiée. Oui, à chaque fois, elle hein. meurt à la fin. Ouais. C'est bizarre, hein, c'est toujours les filles qui meurent à la fin, je ne sais pas pourquoi. Il y a d'ailleurs ça dans le fantôme de l'opéra, c'est un peu aussi ce symbole-là, c'est-à-dire que lui, il est dans les... C'est un gars voilà, du peuple, il est dans les sous-sols, il est là où c'est sombre et sale, voilà, il y a des rats. Et au-dessus, il y a toute la richesse de la bourgeoisie parisienne, voilà, qui en fait écrase un peu le peuple. C'est aussi ça le fantôme de l'opéra, c'est ce symbole-là, quoi. Alors, vous qui y avez travaillé tous les deux, vous y avez travaillé, vous surtout Alexandre, mais vous un mois quand même. Est-ce que vous l'avez senti, ce fantôme ? Alors moi, oui, je peux vous dire où il traîne d'ailleurs. Alors, il traîne dans la fameuse loge 5. Non, dans la loge 5, il n'y a rien, c'est bizarre, j'ai rien senti. Parce qu'il y a une plaque, je crois, maintenant. Ouais, il y a une plaque, mais c'est peut-être pour ça qu'il ne vient pas. Alors, où il traîne ? Il y a je ne sais pas si vous êtes allé aux toilettes là, du 2e. Ben oui, et figurez-vous qu'on a fait le test avec toute l'équipe et effectivement, ça n'arrivait pas tout le temps, mais souvent, on allait se laver les mains à un robinet et en fait, le robinet à l'extrême s'allumait en même temps. S'allumait en même temps ? Ouais, l'eau coulait et puis elle s'arrêtait. Et ça s'est produit, on n'a pas compris. Donc on s'est dit, bon, il doit venir aux toilettes du 2e, je pense. Mais Vous pouvez faire l'essai, hein, je pense que ça marche. est-ce qu'on sent d'autres fantômes, d'autres présences ? Il doit être hanté, ce lieu d'artistes ou qui ont chanté. Qu'est-ce que vous en pensez, Jeanne ? Ouais, c'est le moment où on va être un peu sur des questions d'énergie, etc. Mais effectivement, je ne sais pas le fantôme. Parce que vos œuvres sont aussi inspirées de fantômes. Oui, enfin en tout cas de cette question du départ et de la naissance et du cycle, en fait, de la question de la métamorphose ou de comment on peut devenir autre chose. Et non, moi j'ai vraiment eu cette expérience dans une des salles de répétition de danse qui est en haut, très, très perchée. Et voilà, exactement, ça, le petit pas. Et j'ai eu la chance de pouvoir y aller lors d'une séance photo. Et vraiment, je suis rentrée dans cet espace et j'ai senti quelque chose de l'ordre de la... Oui, de l'inspiration, je dirais vraiment un lieu qui est tellement... Un petit coffre-fort ou une petite boîte où on peut imaginer, où il y a eu de la création. Et c'est toujours très impressionnant quand on voit des endroits comme ça qui sont très secrets. C'est impressionnant parce qu'il y a un dôme de fer. Donc il y a aussi ça, il y a quelque chose d'un peu effrayant aussi, je trouve. Enfin, d'ailleurs, c'est un peu le mélange des deux, le mystère. Hein, voilà. À la fois, on sent une inspiration, puis il y a quelque chose... La magie et l'horreur. Et vous, Juliane ? Moi, je n'ai pas senti le fantôme, mais par contre, c'est vrai que j'étais
J'étais nerveux, évidemment. C'était un moment très important pour moi. C'était la première fois que j'allais faire de la presse. Les attentes étaient très, très hautes. Et il y a eu comme ça quelques heures où on était en préparation. Et au contraire, je me suis senti assez protégé par l'espace. À un moment, je me suis dit, bon, c'est un lieu du spectacle. Des premières, il y en a eu des milliers ici. Des répétitions ratées aussi des milliers. Donc je me suis dit, bon, je suis protégé par l'opéra et tout se passera bien. Et c'est la magie du spectacle. Et s'il y a un endroit où je pense qu'elle l'opère, c'est ici. Donc c'était plutôt rassurant comme énergie que j'ai ressentie. Alors justement, Bon, il y en avait. Ouais, il y a un peu des esprits, c'est vrai. On peut se sentir protégé. Bon, ils sont partout, je trouve vraiment, les fantômes. Hein. Il y en a plein des fantômes. On parle du fantôme de Leroux, mais en fait, effectivement, on les sent partout. Il suffit de lever la tête. On a une tête, on a un visage, voilà, soit d'une muse, soit un démon grimaçant. Enfin, il y a des esprits partout dans ce bâtiment. alors, Juliane, pour revenir à vous, c'était quand même un coup de poker, votre premier défilé ici. Ce choc dont vous parlez, ça vous a apporté quelque chose de défiler à l'Opéra Garnier? Est-ce que le Palais Garnier vous a nourri? Est-ce qu'il vous a apporté quelque chose? Oui, certainement, certainement. Bah, déjà, il m'a apporté beaucoup d'inspiration pour créer cette collection qui aurait pu, en fait... Ah bon, il vous a apporté de l'inspiration? Oui, La oui, collection n'était absolument. pas faite avant? Non, non. Donc en fait, on a su qu'on allait défiler ici très tôt dans le processus. Donc j'ai pu vraiment imaginer la collection ici. Donc c'est un peu ce qu'on voit. En fait, j'avais imaginé comme un personnage qui s'était promené ici à l'opéra, qui avait amassé des choses, les franges, le velours des rideaux. Certains bijoux reprennent des motifs de moulure aussi, comme des fragments de moulure qui sont pris. Les bijoux sont faits comme de lacets, comme si on avait pris des objets qu'on gardait près de soi. On parlait tout à l'heure des femmes et du rôle des femmes ici. Je voulais aussi que ces femmes soient très présentes, très fortes. C'était des chaussures pas trop hautes, assez larges, près du sol. La première silhouette, c'était vraiment un manteau noir, assez imposant. Donc je voulais que ce personnage que j'avais imaginé soit... très, très sûre d'elle. Et donc oui, l'inspiration, et puis je pense un certain prestige aussi, une légitimité, je pense pour moi de pouvoir m'introduire dans un lieu comme celui-ci, a donné un certain caractère aussi à ce défilé, c'est certain. Alors, quel caractère? Essayez de nous expliquer les liens entre votre collection et le lieu. Je pense que ça a donné un certain sérieux à la collection, ce qui était aussi quelque chose qui était important pour moi. Comme c'était une introduction, je voulais quelque part montrer que je prenais ça très sérieusement. Donc je reviens sur cette idée de légitimité que peut donner l'opéra. Et puis j'espère que d'avoir apporté les gens aussi dans un endroit plus discret de l'opéra, ça a aussi apporté quelque chose. Donc c'était comme une double expérience, disons. C'était le défilé, mais il y avait aussi toute l'expérience d'entrer à l'opéra et puis de pouvoir venir voir des endroits qu'on visite pas forcément. Et vous, Jeanne, qu'est-ce que ça a apporté à votre œuvre? Elle est en cours. Je suis en train de réaliser une sculpture actuellement qui va certainement être une Gisèle. Donc forcément, c'est complètement inspiré aussi. Gisèle, donc le personnage du ballet. Oui, plus ou moins, mais une Gisèle en métamorphose qui est ni femme ni homme forcément, mais qui est dans cette idée-là de cette question aussi du fantôme, puisque Gisèle, elle revient aussi avec ses esprits, etc. Et donc, je travaille clairement sur cette inspiration-là. Donc oui, ça a vraiment marqué mon passage à l'opéra et plus particulièrement mon passage dans le département de costumes. Où Christine Nemester a eu vraiment la générosité d'organiser des visites. J'ai eu beaucoup de temps dans les ateliers. J'ai adoré un atelier particulièrement, mais j'ai adoré tous les autres ateliers, mais qui est l'atelier de perruque, qui a un savoir-faire très très minutieux et assez proche aussi de mon travail, puisque on va implanter cheveu par cheveu. Chaque perruque est faite de manière unique. Et puis c'est aussi le lieu où c'est assez particulier parce que c'est le seul atelier en lien avec le costume qui voit toute la transformation et la
des transformations, puisqu'en fait, l'individu va arriver normal, quoi, de sa journée, et on va le transformer, et puis ensuite le maquiller, entrer en scène, et il se passe la même chose après. Donc pour la question de la métamorphose, c'est incroyable de pouvoir suivre ça, et donc oui, clairement inspiré de la partie technique et historique aussi, avec une représentation d'une La Gisèle. métamorphose, c'est quelque chose de clé dans votre travail? Oui, ouais. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, comment, mais même en vêtements, enfin on le voit pendant les essayages, on métamorphose toujours un essayage, en fait il se passe d'autres choses, et en fait c'est très intéressant de travailler sur ces questions de changement, et en fait le costume permet en fait à l'acteur en tout cas de devenir un personnage. Et il y a cette question, Barthes parle de ça, de la maladie du costume, qui par exemple si on réalise pas très bien un costume, en fait à un moment donné ça passe, la magie n'opère pas, et en fait la personne n'arrive pas non plus. Et ça c'est des choses qui m'intéressent énormément, et donc forcément ça touche à cette question de métamorphose, que ça soit dans la psychologie du personnage qu'une pièce peut donner. Et du coup cette sculpture va en fait pouvoir être une sorte de sculpture vestimentaire. Je réalise parfois des costumes aussi pour des chorégraphes, et là de nouveau en fait ça va être une sorte de coiffe. Vous avez travaillé avec Prège Locage pour Atis. Tout à fait. Ouais. Lily. Très intéressant, parce que aussi opéra baroque et ballet, du coup là il y avait vraiment des choses intéressantes à faire, et vraiment donc là ça va être une sculpture qui peut être portée ou non. Donc voilà, vraiment. Est-ce qu'il y a des choses que vous ne ferez plus ou que vous ferez après ce mois de résidence? Travailler avec la danse, c'est quelque chose que j'adore, même lors de vernissage. Souvent, je travaille avec une danseuse, Julia Sima, qui vient souvent m'aider à animer certaines sculptures. Mais les sculptures ne sont pas portables. Par exemple, celle qu'on voit ici, c'est une sculpture, quoi. On peut pas. Mais parfois, je fais des sortes d'organes vestimentaires qui peuvent être portés scéniquement. Et voilà, donc c'est ça qui m'a inspirée. Mais j'attends de voir, parce que je suis en pleine... Mais normalement, il y aura une exposition au printemps. Au printemps. Et vous, Alexandre, alors, qu'est-ce que ça a apporté à votre travail de cinéaste, de musicien, ce film, ce passage par l'Opéra Garnier? Ça a tout. Ça a apporté tout. C'est-à-dire, en fait, Soyez plus précis. Oui, non, mais c'est tout ce que je rêvais de faire petit, c'est-à-dire faire exploser, voilà, à travers un film, tous les domaines créatifs du cinéma, qui sont donc, je redis toujours, hein, mais c'est vrai qu'il y a une image, il y a du son. On oublie souvent le son. Moi, je suis très très touché par la musique. Là, on était au cœur du mélange. Donc on a créé une œuvre avec Dan Levy qui est le compositeur. Moi je suis compositeur un petit peu à mon humble niveau, mais donc, Merci. Mais donc voilà, j'ai vachement travaillé avec lui. C'était passionnant. Les costumes, alors précisément, il y a un ballet dans le film. Donc on a fait ce travail sur les personnages. C'est un ballet autour d'Orphée et Eurydice. Et donc, on a travaillé sur les personnages d'Orphée et d'Eurydice, la transformation, essayer de le rendre un peu différent, donc du point de vue d'Eurydice, féminin. Et donc, qu'on raconte peu, finalement, on est toujours sur Orphée, mais bon, pourquoi pas Eurydice. Et donc, voilà, on a créé des costumes pour le ballet. Donc, il y avait une création sur l'apparence, sur la transformation, sur le personnage, la lumière et les décors. Voilà, fabuleux. Donc, évidemment, les décors sont là, mais il faut les éclairer. Et donc ça, c'est un travail titanesque ici. Tout est immense. Ça a dû coûter une fortune, ce film, non? Parce que éclairer des lieux pareils... Ah ben oui, ça a coûté une fortune, oui, je vous confirme. Oui. Mais moins que les Américains. Beaucoup moins, donc il faut avoir des astuces. Voilà, donc en fait, c'est un film assez cher, mais moins cher que certaines super productions. On était quand même au défi. C'était un gros défi. Combien ça coûte un film comme ça? Là, celui-ci coûte 15 millions d'euros. Mais bon, voilà, quand on compare par exemple à des films comme Le Comte de Monte Cristo, par exemple, c'est plutôt du 45 millions d'euros. Donc, oui. Vous voyez, c'est un peu moins cher. Mais par ailleurs, c'est spectaculaire. C'est vraiment spectaculaire. Tous les décors sont immenses et on a évidemment construit un lac souterrain. Donc ça, c'est un rêve d'enfant aussi. On va en studio et on fait un décor de lac sur 1300 mètres carrés avec des murs de 15 mètres de haut. Enfin,
avec des sculpteurs qui fabriquent ça en polystyrène, avec des peintres, on fabrique un bassin, on éclaire tout ça, ça devient mystérieux. Donc tout ça part du fantôme de l'opéra. Donc c'est pour ça que je dis que l'opéra m'a tout apporté. Et c'est la première fois qu'on le fait à l'Opéra Garnier et en France. C'est le premier fantôme de l'opéra français en fait. Donc c'est vrai que c'était, dans tous les sens, ça a été jouissif pour moi. Vraiment génial. Ça donne envie de se dépasser, Jeanne, un lieu comme ça? Est-ce que ça pousse vers le haut? Est-ce que c'est presque un parcours initiatique? Ouais, je rebondis sur ce que tu disais sur aussi, c'est très impressionnant. Enfin, on parle beaucoup de fantômes, etc. C'est aussi en tant que sculptrice de proposer quelque chose à l'issue d'une résidence dans un lieu comme c'est aussi c'est pas facile parce que mais je pense que c'est aussi un espace qui nécessite un temps de réflexion. Enfin, moi, j'ai eu besoin de prendre du temps après, de me poser vraiment la question de qu'est-ce qu'on peut imaginer en fait à partir d'un lieu comme celui-ci. Et je remercie vraiment cette initiative aussi de renouer, même s'il y a beaucoup en fait de relations avec les plasticiens, etc. Il y a eu des époques en fait avec l'opéra où il y avait énormément de collaborations. Il y a beaucoup, et en fait c'est une chance aussi dans les arts plastiques en fait aussi visuels de pouvoir proposer quelque chose en venant d'un passage comme... Juliane, vous disiez que ça vous posait, que ça vous donnait du sérieux. Vous avez eu aussi ce sentiment d'être obligé de vous dépasser ici, et ça veut dire quoi, se dépasser pour vous? C'est pas facile comme question, mais oui, je pense qu'à la question, si un lieu pareil pousse à être plus ambitieux, je pense aussi que la danse classique représente, comme je disais tout à l'heure, la passion et la rigueur, en fait. C'est l'entraînement jusqu'à la perfection ou du plus proche à la perfection. Donc, cette idée de discipline, de rigueur, à la recherche d'une émotion. Et puis surtout, ce que je trouve fascinant, c'est la dualité entre tout ce travail laborieux et puis quand le rideau s'ouvre, tout doit paraître sans effort et d'un naturel. Et ça, je pense que c'est une idée très inspirante. Vous aurez le mot de la fin, Alexandre, avant que les spectateurs posent leurs questions. Alors vous, en quoi ça vous a dépassé? Vous êtes dépassé là? Moi, j'ai été dépassé par le timing. Parce qu'il fallait faire un millier de choses dans un temps record, pour des questions d'économie, hein, bien sûr. Et en fait, on avait tellement envie de tourner que voilà, on a envie de tout filmer ici, en fait. La moindre sculpture, on a envie de faire un plan, on a envie de faire des plans de grue partout. Mais on avait un temps limité. Donc, en fait, ce qui m'a dépassé, c'est juste la richesse du lieu, quoi. Enfin, toutes les envies que ça peut provoquer. Et un peu de frustration de ne pas pouvoir tout faire. Voilà. Mais bon, le résultat va être... je suis quand même... ça va être magnifique. Bon, on espère. Eh bien, je vous remercie de votre attention et je remercie nos 3 invités. Merci. Merci. Merci beaucoup. Et je vous souhaite une bonne soirée.